Et voilà, après 681 jours de voyage et 31 780 km, nous sommes arrivés à Ushuaia, au bout du monde. Nous sommes deux frangins, Jérémy et Vincent, et avons pris le départ début 2017 pour un voyage à vélo du Canada jusqu'en Argentine. Pour vous donner une idée, c'est comme si nous avions traversé 31 fois la France. Ce voyage, nous l'avons fait pour découvrir le monde, ses cultures et ses habitants, mais aussi pour soutenir l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque qui opère des enfants atteints de malformations du cœur et venant de pays défavorisés. Paysage de rêve, Rencontre inoubliable. moments de joie et de bonheur, Mais aussi incertitude et grosses galères. plongez-vous au cœur de notre aventure. « 6 avril 2017. L'aventure commence dans la ville de Québec, sous quelques flocons. Pour marquer le départ, on se rase la tête et la barbe. Pas sûr que ce soit la meilleure des idées par cette température. Sans expérience, il nous faut tout apprendre. Apprivoiser les vélos et trouver nos marques. Pas de recette miracle, pour ça, il faut du temps. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de nettoyer ma chaîne. Une belle brosse à dents qu'il utilisera ensuite pour se brosser les dents, bien entendu avec du bon dentifrice. Bah ouais, carrément, regarde. Les 2 premières semaines sont dures. Nous pédalons dans le froid et sous la pluie, en longeant le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs. Là, tu vas pas, c'est de la pluie. Ça fait 20 minutes qu'on pédale comme ça. Et je pense que ça va être comme ça le reste de la journée. Le climat s'adoucit lorsque nous approchons les impressionnantes chutes du Niagara. Nos vélos sont très chargés et pèsent plus de 50 kg. Nous faisons quelques petits réglages sur nos fidèles destriers afin d'être plus à l'aise. Notre corps, lui, s'habitue de plus en plus à l'effort. Nous faisons nos premières rencontres avec les Canadiens puis les Américains, qui se révèlent très chaleureux et accueillants. Il nous arrive de camper dans le jardin de certaines familles après avoir demandé l'hospitalité. Certains participent même à la cagnotte pour Mécénat Chirurgie Cardiaque. Dès les premiers jours aux États-Unis, nous décidons de changer complètement notre itinéraire en écoutant les conseils des Américains. Cette décision nous vaudra un joli détour de 2000 km. On est pas loin du Mississippi. Et il y a 4 jours, il y a eu des énormes inondations. Donc là, il y a de l'eau partout. Et voilà l'état des routes. Voilà, c'est bon, on a survécu. La tempête est derrière nous. Au Kansas, nous vivons notre première grosse galère. Bon, Google nous a fait passer par une super route qui est juste imbibée de flotte et la terre est détrempée. La terre se colle à nos pneus et se bloque dans les garde-boue. Résultat, on ne peut plus avancer.
poussons les vélos jusqu'à sortir de ce bourbier. On a encore 100 km à faire. Monte tes mains, monte tes mains. Cette journée de 120 km restera la plus longue du voyage, avec 10 heures sur la selle du vélo. Après plusieurs régions assez monotones, nous arrivons dans les grands parcs du sud-ouest. Nous y trouvons un décor de rêve. D'abord, les montagnes en traversant les Rocheuses, puis les déserts en Utah et en Arizona. Première grosse montée, on est dans les Rocheuses, il fait super chaud. Putain, 1500 mètres de dénivelé aujourd'hui. Un énorme rattlesnake, ça vous pique, c'est terrible. Hein. Nous sommes en plein été, et la chaleur devient trop intense. On a passé la nuit à pédaler. Il commence à faire vraiment très très chaud. Genre entre 40 et 45. Donc là on est parti à 20h30. On a fait 100 km. Et on est arrivé, il était 5h30, 6h du mat. C'était cool. Le jour, nous réfugions dans les bibliothèques où l'air climatisé nous permet de nous reposer. Après 6000 km, nos pneus commencent à montrer quelques signes d'usure. Jérémy a le droit à la première crevaison. Pour nous, le Canada et les États-Unis riment avec apprentissage. En chemin, nous rencontrons plusieurs voyageurs à vélo. Le temps d'une soirée, aux côtés de Haynes et de Katharina, nous apprenons beaucoup. Nous adoptons leur soupe de pâtes aux légumes qui devient un incontournable de notre cuisine jusqu'à la fin du voyage. Nous quittons les pays occidentaux pour entrer au Mexique et découvrir la culture latine. Cela fait 4 mois et plus de 7000 km que nous explorons le continent américain. C'est un véritable choc culturel. Tout devient subitement différent. Changement de langue, l'eau du robinet n'est plus potable, et on ne peut plus camper n'importe où. Des incertitudes apparaissent. Il faut se remettre en question. Notre itinéraire au Mexique nous fait passer par la désertique péninsule de Basse-Californie. On est dans le désert mexicain à Basse-Californie. Il fait tellement chaud, il doit faire 40 degrés. Il y a un mec qui vient de s'arrêter et qui vient de nous filer 2 Gatorade Bien frais. bien frais. Ils sont arrêtés sur le bord de la route alors qu'il y avait une voiture derrière eux. Le mec il est sorti en courant avec les 2 bouteilles à la main là. La chaleur étouffante et l'humidité ambiante nous confortent dans l'idée de quitter le littoral. Nous rejoignons alors les hauteurs dans le centre du pays.
Après 2 mois sans pluie, une averse nous arrose enfin. Au fil des kilomètres et des rencontres, nous réalisons à quel point le vélo est un avantage. Il suscite l'intérêt et la curiosité des habitants. Les questions fusent. ¿Cuánto pesa la bicicleta? 65. Avec le vélo, pas de barrière, le contact devient facile. Nous faisons la rencontre de plusieurs familles mexicaines qui changent notre vision du voyage. En pleine saison des pluies, ils nous invitent à dormir sous leur toit et à partager leur quotidien. Bien, así bien. Sebastián, ¿qué tal las crepas francesas? Buenísima. Les familles sont tellement attachantes que nous repoussons chaque jour notre départ. Et si c'était ça finalement le voyage à vélo ? Prendre le temps de vivre pour découvrir de nouvelles cultures et de nouvelles personnes ? Très vite, nous nous rendons compte qu'il nous faudra plus d'1 année pour rejoindre Ushuaia. Le hasard des rencontres nous amène à goûter du serpent à sonnette et des scorpions. Mis à part ces bizarreries, la gastronomie mexicaine est délicieuse. Souvent un peu trop épicée, à se demander si les Mexicains ne sont pas nés avec un piment dans la bouche. Souvent, nous sommes hébergés dans les casernes de pompiers afin de passer la nuit en sécurité. Ces personnes de confiance nous donnent toujours des conseils bien avisés. Septembre 2017, alors que nous pédalons dans l'état de Guanajuato, un terrible tremblement de terre sévit dans le sud du pays. Un grand élan de solidarité se met en place dans tout le pays pour aider les survivants, comme ici, dans la ville de Querétaro. Côté culturel, nous avons la chance d'assister au Grito de la Independencia, fête nationale célébrant l'appel à la rébellion contre les Espagnols il y a 200 ans. Aussi, nous participons à la mythique Fête des Morts qui célèbre la mémoire des défunts. Plusieurs temples, vestiges de la culture maya, témoignent de la puissance de cet ancien peuple. Nous sommes stupéfaits par la beauté et l'ingéniosité de leur construction. Le temple de Palenque, au cœur de la jungle, est une vraie merveille. Le Mexique est réputé dangereux. Pourtant, en 3 mois de traversée, nous n'avons pas rencontré le moindre problème. Nous sommes charmés par l'accueil que les Mexicains nous réservent. Bienveillants, ils nous mettent en confiance pour la suite de l'aventure. Dernier tacos, nous quittons avec un pincement au cœur le Mexique. Place à l'Amérique centrale où la faune et la flore sont omniprésents. Nous goûtons une multitude de fruits exotiques et pédalons au milieu des champs d'ananas et de bananiers. L'odeur y est irrésistible. Quel bonheur de nous désaltérer en cueillant notre propre noix de coco sur le bord de la route. Au Guatemala, c'est le volcan du feu et ses éruptions permanentes qui nous laissent sans voix. La nuit, le magma flamboyant jaillit du cratère. Quel spectacle! Face à ce géant, nous réalisons à quel point la nature est puissante, mais si fragile à la fois. Les déchets qui jonchent le sol depuis des mois nous rappellent l'importance d'en prendre soin avant qu'il ne soit trop tard. Nous traversons le Salvador en 4 jours et le Honduras en 2 jours. Plusieurs voyageurs nous ont déconseillé de nous y attarder. Au bout de 8 mois, il est temps de couper la barbe. À la place, une moustache.
À vous de juger le style. Premier kilomètre au Costa Rica. On est passé en 5 minutes. Nous apprenons à fabriquer du chocolat avec une famille qui cultive le cacao. Ravis de nous accueillir, ils cuisinent un de leurs coqs pour l'occasion. On se régale. Nous échappons de justesse aux testicules qui nous mijotent dans la marmite. Souvent, les locaux nous ouvrent leurs portes sans rien attendre en retour. Nous sommes touchés par tant de gentillesse. L'Amérique centrale est assez plate, ce qui nous permet d'avancer vite afin de retrouver nos parents au Panama et de passer le nouvel an ensemble. Après 9 mois de séparation, nous nous réjouissons de les revoir. Cette pause de 10 jours nous permet de recharger les batteries et d'offrir une nouvelle jeunesse à nos vélos. Là, je mange un petit comté qui a réussi à passer la douane en douce grâce aux parents. Ils sont un peu forts, mais il est encore meilleur. Pneus et chambre à air neuf, c'est reparti. Nous rencontrons Iris, une cycliste belge en vadrouille. Ensemble, nous formons une équipe solide et efficace. Grâce à notre petit train, nous traversons en moins de 10 jours le Panama. Voilà, l'Amérique centrale c'est terminé. Nous prenons un avion direction la Colombie, en Amérique du Sud. « 14 janvier 2018. Nous descendons de l'avion dans la jolie ville de Carthagène. Le compteur affiche 15 000 km. Un nouveau voyage débute désormais avec l'Amérique du Sud. La Colombie a changé de visage depuis 20 ans, avec la fin du narcotrafic. Les Colombiens se sentent revivre après ces années noires de violence. Désormais, c'est un pays beaucoup plus sécurisé qui s'ouvre au tourisme. Viva Colombia! Nous découvrons une douceur de vivre et une véritable chaleur humaine. La salsa, véritable art musical et dansant colombien, rythme nos coups de pédale. Les Colombiens sont amoureux du cyclisme et comptent dans leur rang plusieurs champions internationaux comme Nairo Quintana. Nos vélos ne passent pas inaperçus. À chaque pause, de nombreux habitants viennent discuter avec nous. ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo tengo 8. Yo tengo 6. Souvent, ils nous offrent des fruits, des biscuits ou de l'eau. Ils ont filé un paquet complet d'empanadas. Waouh! Fait. Pays du café, nous sommes hébergés par une famille qui le cultive et apprenons son processus de fabrication. Y ahí ya pasa la siembra. Yo lo siembro un poquito antes, tiene como 3 meses. Es muy bueno. Hay una técnica. Alors aujourd'hui, au menu du chef, nous mangeons une couille. Alors ce n'est pas une testicule, mais bien un magnifique cochon d'Inde. La couille avait le goût de poisson et de poulet. Assez étrange. On dira pas que c'est notre plat préféré. Nous traversons plusieurs cités coloniales charmantes et très colorées. À Medellín, nous changeons nos freins hydrauliques qui fuient pour des bons vieux freins à câble. C'est plus prudent, car nous entamons les régions montagneuses. Là on est dans le canyon du Chicamocha.
Nous commençons à prendre de l'altitude et faire connaissance avec la cordillère des Andes. Quel plaisir de ressentir un peu de fraîcheur. Les moustiques nous laissent enfin un peu tranquilles. Voilà, on vient de franchir la cordillère centrale. On est à 3200, on a eu beaucoup de pluie et du brouillard. Et maintenant il fait très froid. Par contre, on a opté pour les chaussures d'été. Bientôt une attaque de chiens. Les chiens errants, eux, nous provoquent quelques frayeurs. Attirés par les vélos, ils passent leur temps à nous pourchasser en hurlant. 2 d'entre eux ont même réussi à mordre nos sacoches. Mais heureusement, pas nos mollets. Avant d'entrer en Équateur, nous traversons une route réputée pour sa difficulté. Son nom en dit long, le trampoline de la mort. 3 jours d'efforts intenses sur une mauvaise route de terre très étroite à flanc de montagne. C'est dur, Vince. Salut. J'ai en train de coudre son pneu qui a été lacéré et il y a la chambre à air qui sortait. Voilà, donc ça c'est le patch qu'on a mis à l'intérieur. Voilà, ça c'est la couture. Là on vient d'arriver à Sibundoy après 80 km de piste dégueulasse, pleine de cailloux. On a survécu au trampoline de la mort. Ouais voilà. La récompense de tant de souffrance. La sortie de la Colombie nous fait réaliser à quel point nous sommes chanceux de vivre en France. En effet, à la frontière avec l'Équateur s'entassent plusieurs milliers de Vénézuéliens. Ils sont partis de leur pays en crise à la conquête d'une nouvelle vie. Nous attendons 5 heures pour avoir le tampon de la douane. Bienvenue en Équateur. Nous sommes en avril et c'est le pire moment pour traverser le pays. La saison des pluies fait rage. La tempête arrive. Nous suivons la fameuse route des volcans, mais ces derniers se cachent dans les nuages. Franchissement de l'Équateur. Go! Nous voici exactement sur la ligne de l'Équateur. Plus que 54 latitudes pour arriver à Ushuaia. Nous grimpons progressivement dans la cordillère des Andes. Notre corps se prépare pour les sommets péruviens, réputés plus durs. Nous approchons à plusieurs reprises les 4000 mètres d'altitude. On se demande alors comment réagira notre corps au-delà avec le manque d'oxygène. Est-ce que je pourrais passer, s'il te plaît? Merci. Nous découvrons le paramo, végétation humide de haute altitude et typique du nord des Andes. Au menu du soir, nous avons du riz avec des poireaux, des tomates et des oignons. Délicieux. Le campement est là. Ce soir, on est au bord d'une petite rivière. Les tenues traditionnelles et l'artisanat colorent les étals des marchés. Petite séance chez le coiffeur. Bon alors Vin, ça te fait quoi? T'as fait couper les cheveux? C'est pas très joli, mais ça fait du bien. J'ai jamais été rasé à blanc de ma vie. Nous redescendons à 800 mètres d'altitude dans un climat tropical. L'humidité ambiante nous déshydrate et nous transpirons comme jamais. La fin de l'Équateur, c'est une vraie galère. Avec la pluie, il y a beaucoup d'éboulements sur la route. Éboulement de terrain. Ça monte et ça descend sans arrêt avec des pentes très raides qui nous obligent à pousser les vélos. Aujourd'hui, journée boue, gadou, pluie, brouillard. Dernière journée en Équateur. Je crois que l'Équateur ne veut plus de nous. Sur les conseils de cyclo-voyageurs chevronnés, nous empruntons au Pérou un itinéraire somptueux à travers les montagnes, mais réputé pour sa difficulté.
Le dépaysement est total. Nous arpentons les petites routes sinueuses en passant par de minuscules villages où nous croisons 1 à 2 voitures par jour. Ça y est, nous dépassons les 4000 mètres d'altitude. L'oxygène se fait rare et physiquement, ça devient plus dur. 4,5 km/h. Grosse pointe de vitesse. C'est vraiment dur. Le souffle est court. Dans ces moments intenses, on pense aux enfants nés avec une malformation cardiaque et qui ont tant de mal à respirer. Cela nous permet de relativiser et de continuer à avancer. Les dénivelés sont très élevés. Une journée normale au Pérou s'accompagne en moyenne de 1500 mètres d'ascension. Ça, c'est la route qu'on est montée ce matin. Nous bivouaquons souvent dans la nature, proche d'une source d'eau pour pouvoir boire et manger. Les nuits en altitude sont fraîches. Heureusement, nos duvets nous tiennent chaud. On va dormir dans ce petit refuge. Fort sympathique. Dans la cordillère blanche proche de Huaraz, nous campons à 4630 mètres d'altitude. C'est trop haut. Nous ne fermons presque pas l'œil de la nuit et avons des difficultés à respirer. À 2 reprises, nous devons prendre du Diamox contre le mal des montagnes. Pour habituer notre corps, nous faisons comme les Péruviens et préparons des infusions de feuilles de coca. Abra Pumacocha, culminant à 4990 mètres, est le plus haut col que nous ayons franchi à vélo. Vraisemblablement l'un des cols les plus difficiles et les plus pentus. Surtout qu'il s'agit d'une route de merde. Plein de gravier. Voilà, on s'approche du sommet. C'est dur. C'est vraiment très très dur. Nous voici à 4990 mètres. C'est notre sommet le plus haut. Lorsque nous arrivons dans une grande ville, nous sommes noyés dans cet immense bazar. Il faut voir comme les rues et les marchés grouillent de monde. Le midi est notre moment de repos. Pour reprendre des forces, nous avalons un copieux repas dans de petits boui-boui sur le bord de la route. 1,25€ le repas, c'est franchement pas cher. Un jour, alors que nous sommes à 4800 mètres, soit l'altitude du Mont Blanc, il nous arrive une grosse mésaventure. Ils ont construit la ville et la route elle est bloquée. Je suis dégoûté, en plus on a fait de la montée pour rien. C'est le paysage dans l'autre sens. On l'a monté à l'aller et là on le redescend. Sympa aussi hein. On a eu 7 jours de beau temps. Et voilà, le dernier jour il neige. On n'est pas gâté aujourd'hui. Il fait froid. Nous arrivons enfin à Cusco, et c'est un soulagement, car c'en est fini des gros dénivelés. Nous arrivons sur l'Altiplano, un territoire plat à 4000 mètres d'altitude. Cusco est une ville splendide, pleine de couleurs et de vie. Après 6 jours de trek éprouvant, nous sommes au pied du Machu Picchu, ce temple inca qui fascine tant les voyageurs. Cette merveille du monde impressionne par son emplacement
en haut d'une montagne. Pour quitter le Pérou, nous longeons les bords du lac Titicaca en compagnie de Richard et Janine, un couple de retraités français en voyage. Nous suivons tous les matchs du mondial de foot dans une ambiance de folie. L'entrée en Bolivie se fait par la rive nord du lac Titicaca. Pendant près d'un mois et demi, nous allons suivre exclusivement ou presque les pistes caillouteuses de l'altiplano. Fini les journées d'ascension interminables, bonjour les pistes pourries et les traversées à gué de plusieurs rivières. Nous filons en direction du sud-ouest pour aller à la rencontre du majestueux Sarama, un volcan trônant au milieu des plaines. Très peu touristique, la faune y est abondante. Le lieu paraît à la fois si désert et si vivant. C'est indiqué comme une route principale et en fait on est complètement paumé. Il y a beaucoup de sable. La GG est en train de pousser là-bas. Avant de reprendre la route, nous profitons d'un petit coin de paradis avec quelques eaux thermales naturelles. Malgré la saison sèche, nous essuyons en chemin un violent épisode de neige. Le froid congèle nos doigts. La fin de la journée s'annonce épique. Je pense qu'on va rester là un petit bout de temps, le temps que la tempête se calme. Et on repartira cet après-midi ou demain. Explique-nous ce qui arrive. Je suis embourbé, chef. Ok. Problème typique du cycliste qui roule dans la boue. La boue. Regardez, la roue n'avance plus. Avance. Et je peux pas, Vince. Allez. La boue s'entasse dans le garde-boue. La route est coupée par une rivière. Nous allons donc devoir traverser. Enfin, nous arrivons au Salar, ces mythiques déserts de sel. Avec les récentes précipitations, ils sont inondés. Les quelques centimètres d'eau ont transformé la vaste étendue de sel blanc en un miroir parfait. Rouler dans cette immense flaque s'avère rapidement contraignant. Nous avançons lentement, tout en soulevant des gerbes d'eau ultra salées. Les vélos se couvrent d'une importante couche de sel. Il nous aura fallu 2 jours pour traverser l'intégralité des 150 km du Salar d'Uyuni. Nos parents, véritable équipe logistique, nous rejoignent dans la ville d'Uyuni. Dernier ravitaillement pour les vélos. Pendant 10 jours, nous visitons les alentours tels que Potosi et Sucre. Nous finissons la semaine en beauté avec une bonne tourista de 5 jours. Pas franchement idéal pour affronter les étapes à venir. Le sud Lipèze se mérite. Les vélos sont lourds. Pour traverser cette région désertique, nous transportons 8 jours d'autonomie en nourriture. La piste est en très mauvais état, avec l'impression de pédaler dans un immense bac à sable. Plusieurs fois, des 4x4 de touristes s'arrêtent pour nous offrir quelques victuailles et remplir nos gourdes. Ils doivent se demander ce que font 2 cyclistes dans une région aussi inhospitalière. Les paysages sont uniques. Les lacs sont tous plus colorés les uns que les autres. Malgré la rigueur du climat, la faune est là.
des milliers de flamants roses se prélassent en profitant de chaque rayon du soleil. Plus discret, nous observons également quelques renards et vizcachas, un étrange mélange entre lapin et marmotte. Après 7 jours difficiles et des nuits bien froides jusqu'à moins 15 degrés, Nous avons installé notre campement entre les rochers. On est marre, Pourquoi t'en as marre? parce qu'on n'arrive pas à avancer. nous passons la frontière chilienne. La descente dure moins de 2 heures pour rejoindre San Pedro de Atacama, 2000 mètres plus bas. Nous troquons bonnet et moufle contre short et t-shirt pour notre plus grand plaisir. Le Chili et l'Argentine signent la fin du voyage. Une fin plus en douceur, malgré quelques passages de cordillère mémorables. Sans itinéraire fixé, nous nous laissons guider par les lieux incontournables, les conseils avisés des locaux et l'expérience d'autres cyclo-voyageurs. Nous traversons au total 7 fois la frontière entre les deux pays. San Pedro de Atacama est un petit village au milieu d'une région extrêmement désertique et aride. Nous prenons quelques jours de repos qui nous permettent de visiter la vallée de la Lune et la Garganta del Diablo, toujours à vélo bien sûr. Nous reprenons la route pour franchir le Passo Sico, à plus de 4800 mètres d'altitude. Une ascension éprouvante avant de rejoindre l'Argentine. Après 80 km de tôle ondulée insupportable, les nerfs finissent par lâcher. Comment ça fait de rouler sur la tôle ondulée? J'ai l'impression d'être assis sur une machine à laver. Vivement qu'on arrive dans une ville, qu'on prenne une douche et que la route elle soit pavée. Nous passons un mois à parcourir le nord de l'Argentine. En comparaison du climat rigoureux de la Bolivie, ici c'est un vrai bonheur. Les températures sont agréables, les jours rallongent, on se sent revivre. Nous faisons de merveilleuses rencontres et avons plaisir à renouer avec la chaleur humaine et l'esprit de famille typique des Latinos. Le dimanche midi, nous participons souvent à l'incontournable asado argentin. Mendoza. Nous sommes sur des terres viticoles, alors de temps à autre, nous nous arrêtons dans une bodega. Au programme, visite du domaine, découverte du savoir-faire et bien sûr, petite dégustation. C'est dans cette petite ville de Mendoza que nous retrouvons Claudio et Pilar rencontrés au Pérou 4 mois plus tôt. Pendant 10 jours, ils nous font découvrir leur région et notamment la folle pratique du vélo sur rail. Véritable élément culturel et social en Argentine, rares sont ceux qui ne boivent pas le maté. Nous prenons même goût à cette boisson amère, dont le concept principal est de se retrouver pour partager un moment ensemble. L'océan nous manquait. C'est pourquoi nous décidons de faire un petit détour par la côte chilienne. Nous voici sur le Passo Libertador. Nous suivons les traces du célèbre général San Martín qui avait traversé les Andes avec ses troupes pour libérer le Chili de l'Empire espagnol. Il nous aura fallu 3 jours pour atteindre le Passo Libertadores au pied de l'Aconcagua, plus haut sommet d'Amérique latine. Valparaiso est une ville de bohème, où les fresques colorent les murs et les poèmes de Pablo Neruda semblent résonner à chaque coin de rue. La côte s'avère à notre plus grande surprise extrêmement vallonnée.
sommes au bord de mer et pourtant il faut pousser. En guise de récompense, nous nous offrons quelques ceviches, un plat à base de poisson cru si réputé sur la côte. Les lions de mer joueurs nous offrent un joli spectacle entre ronflements et sauts acrobatiques. C'est dans la ville de Pucón que nous établissons notre camp de base. Pendant 10 jours, Loris, un ami de Vincent, nous rejoint pour partager un peu notre quotidien et profiter de quelques activités. Ensemble, nous atteignons le sommet du volcan Villarrica. Nous continuons toujours plus au sud dans de magnifiques paysages en compagnie de cyclotouristes fort sympathiques. La route des 7 lacs avec Andy. Puis le parc des Alerces avec Yves et Fred. Au camping, nous jouons la vaisselle au Shifumi. Oh, il n'y a plus d'éponge. Donc c'est mieux les cailloux. Nous nous offrons également quelques belles journées de randonnée sur les sommets voisins. Mi-décembre, nous arrivons sur la tant attendue route australe en Patagonie chilienne. Cette route, construite dans les années 70 sous le régime de Pinochet, traverse des panoramas somptueux. L'eau y est abondante, comme la rivière Baker, le glacier Leones, des cascades et de nombreux lacs aux couleurs turquoises. Nos bivouacs, au cœur de la nature, sont très agréables. Encore un super camping sur la route australe. Avec parfois une petite truite à la clé. De pêche, hein, les gars. Alors, elle est pas belle la vie. Ce soir, escabèche de truite saumonée, accompagné de son estragon, de sa ciboulette et de son citron, n'est-ce pas Maïté? Notre pire ennemi, c'est le mauvais temps. De la pluie, du vent, parfois les deux en même temps. Heureusement, nous trouvons presque toujours refuge chez des fermiers ou dans de petites cabanes abandonnées. Voilà notre cabane. C'est dans le village de Rio Tranquilo, avec ses spectaculaires caves de marbre, que nous passons les fêtes avec nos amis cyclistes autour d'un bon gueuleton. Tout ça c'est les fêtes. Une arrivée triomphale à Villa O'Higgins. Le No Man's Land. Dit comme ça, on pourrait imaginer un film hollywoodien. Mais pour nous, ce sont 21 km de galère entre les frontières du Chili et de l'Argentine. Alors qu'est-ce qui se passe là? On met comme des guirlandes pour que ça fasse joli. J'ai pété mon corde de roue libre, donc je peux plus pédaler en fait là. Un temps pourri et les 7 derniers kilomètres sur un chemin pédestre boueux à pousser les vélos.
Malgré un tourisme de masse, le dernier tronçon de la Patagonie nous offre des paysages sublimes. Le vertigineux Fitzroy, le glacier du Perito Moreno, ou encore les tours du parc Torres del Paine. En Patagonie, la faune est partout. Du majestueux condor au guanaco galopant dans les plaines. Sans oublier les animaux marins. Nous découvrons la culture des gauchos lors d'un spectacle de rodéo. Dans la désertique Pampa, le vent nous joue des tours. Alors le vent, GG! Nous avançons difficilement. Trop facile! Le vent n'est pas assez fort. On s'ennuie un peu. Nous arrivons en terre de feu. Dernier franchissement de frontière entre le Chili et l'Argentine. Et voilà, Ushuaia c'est à moins de 100 km. Voici dans la Panaderia La Union à Tolhuin, qui héberge les cyclistes depuis des années. 16 février 2019. Il est 15h et nous franchissons les portes de la ville d'Ushuaia qui nous a fait tant rêver ces 2 dernières années. C'est dans la joie et l'émotion que nous terminons notre aventure. Nous savons maintenant qu'une page importante de notre vie est en train de se tourner. Ça y est, on est arrivé! Et voilà, après 681 jours de voyage et 31 780 km, nous sommes arrivés à Ushuaia, au bout du monde! C'est une fois confortablement installés dans les sièges de l'avion que nous commençons à réaliser que le voyage prend fin. Nous sommes partagés entre joie et nostalgie. Atterrissage à Paris. Nous récupérons nos vélos. Une surprise nous attend de l'autre côté des portes. Plus que 5 journées à pédaler pour rallier Nantes. Nous suivons le plus possible les itinéraires cyclables et redécouvrons avec plaisir notre beau pays. Quelques copains cyclistes nous rejoignent à Angers pour rouler la dernière étape de 115 km. Le reste de nos amis nous attend un peu avant l'arrivée pour que nous partagions ensemble les derniers coups de pédale. Cette fois-ci, c'est bien fini. La famille, les amis, les bénévoles de l'association et toutes les personnes qui nous ont soutenus pendant cette aventure se sont rassemblés pour notre retour. C'est un moment magique. Déferlement d'émotions, d'inévitables larmes roulent sur nos joues. Retrouver les êtres qui nous sont chers est si important. Merci d'être ici ce soir avec nous pour conclure en beauté notre voyage. Voilà, il y a 2 ans, nous partions de ce restaurant sans imaginer à quel point cette aventure allait changer nos vies et notre vision du monde. En tout cas, merci d'être ici ce soir et puis maintenant on va trinquer.